Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Les derniers incidents survenus au parc national de la Pandjari semblent porter un coup dur à la destination Bénin. Le tourisme sur lequel le programme d'action du gouvernement fonde ses espoirs serait-il mis à mal? Pas du tout, répondent les autorités. Mais que faire pour garantir la sécurité au parc de la Pandjari et sur la plupart des sites touristiques du Bénin? Nous ferons le débat avant de recevoir un ingénieur agronome. Lui, il viendra en dossier de la semaine nous dire pourquoi et comment élaborer un plan d'aménagement et de gestion agricole. Wikeko, c'est parti tout de suite avec le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le jeûne du Ramadan rime souvent avec la hausse des prix de produits de grande consommation et au marché d'Antokpa. La situation est telle que les vendeuses s'assoupissent même faute de clients. Cette flambée des prix s'observe surtout sur les fruits qui sont des produits nécessaires pour la rupture du jeûne. C'est du moins le constat fait par Perspective Tossa et Patrick Adjaboudjou dans ce reportage. Ramadan, mois de jeûne et mois par excellence de la forte consommation des produits, denrées de première nécessité. Mais cette année encore, le marché d'Antokpa est morose. Cette mangue est vendue à 200 francs l'unité. 3 coûtent 500 francs. Les grosses mangues sont vendues à 150 francs et les plus petites à 100 francs. Le prix a augmenté depuis les champs de production. Les produits étaient chers sur le marché. Malgré le Ramadan, il y a toujours la morosité. Ceux qui payaient 10 cocos en payent aujourd'hui 2. Quand le Ramadan arrive, on vend beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la vente car il n'y a pas d'argent. La flambée du prix des fruits constatée est un handicap pour tous les consommateurs, notamment les fidèles musulmans. Le prix des produits utilisés pour rompre le jeûne a augmenté de 20 à 50%, ce qui limite de façon considérable leurs achats. Avec 3 500 francs, je payais une quarantaine d'ananas. Mais aujourd'hui, c'est avec 6 000 francs que j'ai pu payer. Une importante augmentation des prix serait observée durant les 15 premiers jours du Ramadan. La simple loi de l'offre et de la demande ne suffit plus pour expliquer cette traditionnelle hausse des prix et la mévente actuelle. La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, permet de voir et d'apprécier les couleurs. Elle joue également un rôle essentiel dans le développement de tous les secteurs. Pour permettre à l'homme de cerner les différents aspects de la lumière, l'UNESCO a fait du 16 mai la journée internationale de la lumière. Évariste Zomonrou et Nadège Sani reviennent sur cette journée dans ce reportage. L'obscurité et la lumière fut. Que peut-on faire dans le monde sans lumière? Tout comme la vie, la lumière est indispensable à la perception du monde. Le soleil est une source naturelle de lumière. Malheureusement, à la tombée de la nuit, il disparaît et laisse place à l'obscurité, d'où la nécessité pour l'homme de pourvoir à son remplacement. Lorsque, par exemple, nous avons des expositions à faire et que ces expositions se feront tard dans la nuit, nous devons faire nécessairement appel à des énergies, à la lumière, c'est-à-dire les lampes électriques que nous devons installer afin de permettre aux visiteurs peut-être de voir de façon claire les expositions. Lorsque nous prenons le secteur de l'éducation, aujourd'hui, sans la lumière, les étudiants, élèves, personne ne peut quand même étudier sans la lumière. Tout est rattaché à la lumière. Sans elle, tout serait au ralenti et même les activités économiques. Les marchés, déjà à 19h,
surtout quand c'est dans des zones reculées, quand il n'y a pas la lumière. Et la bonne dame craint déjà pour sa sécurité et commence par ranger ses effets. L'énergie est la base de tout développement. Le soleil, lumière du monde, est même de nos jours transformée en énergie solaire et utilisée pour l'éclairage. De la disponibilité de l'énergie dépend la satisfaction des besoins humains tels que l'eau, l'alimentation, la santé et l'éducation. La différence est d'ailleurs perceptible entre deux communautés, l'une disposant d'énergie et l'autre sans énergie. Il y a plusieurs communautés qui sont sans énergie. Et quand on va dans ces communautés, on voit que les activités génératrices de revenus ne sont pas beaucoup développées. En comparaison avec les grandes villes qui ont une énergie, on voit qu'il y a le développement qui est énorme dans ces communautés-là. Il y a un écart entre ces deux communautés. À quoi ressemblerait un monde sans lumière? Pour ceux qui ont connu la lumière, c'est impossible de vivre dans le noir. Et pour preuve, une coupure d'électricité tard la nuit et tout s'arrête. Le 16 mai dernier, c'était également la journée dédiée au vivre ensemble dans la paix. C'est une occasion qui doit être saisie par tous pour que les différences soient mises au service de l'unité. C'est aussi un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la solidarité. Et pour y arriver, la jeunesse a un rôle important à jouer. Fortuné Awissou est un jeune leader. Il part de la journée au micro de César Achali et Amandine Agnamboussou. Vivre ensemble pour la paix et constitue de promouvoir la paix dans tout son ensemble à partir des actions que nous pouvions mener au niveau national et sous-régional. Et le vivre ensemble se vit d'une manière qu'on appelle exponentielle, parce que chaque jour, les relations qui se créent au niveau national et international. Le vivre ensemble peut se retrouver dans l'aspect familial, car le vivre ensemble se vit déjà à partir de nos foyers et au-delà de nos foyers constitue déjà un atout favorable pour l'implication et rentre dans l'aspect d'intégration. C'est vraiment facile de vraiment vivre ensemble et si nous arrivons à respecter les principes du vivre ensemble. Il y a la solidarité, la tolérance, la justice et la responsabilité. Ces quatre principes, si ces quatre principes sont respectés, vous verrez que aucun de nous allons piétiner l'autre dans ses actions et dans ses valeurs. Et comme ça, et chaque fois que nous allons nous retrouver au sein d'une institution, on va toujours faire valoir ces principes, ces valeurs pour pouvoir atteindre les objectifs ensemble. Le rôle de la jeunesse dans tout ça, d'une façon harmonieuse et s'impliquer davantage dans des processus comme par exemple des forums qui s'organisent au niveau national ou qui regroupent les différentes sortes d'ethnies pour qu'ensemble ils puissent avoir des projets communautaires afin de se sentir ensemble et de vivre ensemble dans des projets. Le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Mieux les entretenir serait gage de nombreuses opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sites et monuments du Bénin, c'est un reportage de Louis Koudobo et Baudelaire Cantidé. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture et de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui s'est nettoyé.
Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci également à vous, Estelle Espérance, Aurore Pazou. Eh bien, nous allons dans quelques instants parler en décryptage des sites touristiques du Bénin. Est-ce que les derniers incidents survenus dans le parc de la Pandjari ont contribué à émousser un peu les ardeurs de l'autre côté? En tout cas, nous allons le voir et mener le débat en décryptage. C'est tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, mes invités ils sont déjà sur ce plateau. Josué Fortuné Merwenou, journaliste au quotidien La Nation, bonjour. Bonjour, bonjour téléspectateurs. William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Aurélien Koyenou. Journaliste environnementaliste à la télévision nationale. Vous savez, la destination Bénin a pris un coup ces derniers jours suite à l'incident survenu dans le parc de la Pandjari suite à l'enlèvement de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide béninois. Alors, William, dites-nous, est-ce que cette situation a quelque peu émoussé l'ardeur, l'envie de ceux qui veulent aller visiter le parc de la Pandjari? Merci, Roch. D'abord, je tiens à rendre un hommage à Friakre Gbidji, que je connais personnellement, que je connaissais déjà personnellement, pour l'avoir côtoyé. Enfin, je l'ai vu déjà 3 fois quand j'étais déjà dans le parc. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller 7 fois dans le parc Pandjari. Ah oui. Donc, je connais un peu quand même cette réserve de faune. Alors, revenons-en maintenant à votre question. Est-ce que cette situation va déteindre un peu sur la fréquentation de cette réserve? Oui, mais on peut corriger les choses. C'est vrai que quand la situation s'est produite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je dis, tel c'est développé par les chaînes internationales, surtout les chaînes françaises. Bon, je les comprends. C'est leurs compatriotes qu'on a enlevés dans le parc. Encore qu'il n'est pas vérifié que c'est enlevé dans le parc. Jusque-là, les enquêtes n'ont pas encore révélé que c'est effectivement dans le parc. Dans le parc. Tout compte fait, c'est au nord du Bénin. Au nord du Bénin. C'est vrai que parce qu'après le parc Pandjari, il y a le parc Arli. C'est au niveau du Burkina Faso. À ce niveau, déjà, les djihadistes sont déjà assis complètement. Il n'y a plus de forestiers à ce niveau. Donc, on se dit, est-ce que quelque part, ce n'est pas cet touriste qui peut-être, parce que Fiac, le connaissant, c'est quelqu'un qui est très large, il accepte, déterminé. Donc, peut-être que les gens ont demandé, ok, est-ce qu'on peut évoluer? Bon, c'est là, ils sont tombés dans la maille de ces djihadistes qui, la situation, on l'a constaté. Mais je pense que cela ne doit pas du tout nous décourager. Le parc Pandjari reste l'un des meilleurs de la sous-région quand on parle de réserve de faune, parce que nous avons 4 des Big Five. Je veux parler de l'éléphant, du lion, comment on l'appelle encore
guépards. Enfin, vous voulez parler des grands animaux. Les grands animaux, quand on parle de Big Five, c'est les 5 animaux emblématiques qu'on retrouve dans les réserves de faune en Afrique et dans le monde entier. Et nous, au Bénin, on en a 4. Donc, je me dis, cela ne doit pas du tout déteindre sur la situation qui s'est produite la fois dernière. Bien au contraire, cela nous a mené à montrer à l'extérieur, à l'international, que nous pouvons mieux faire, qu'on peut sécuriser notre réserve. La preuve, le gouvernement, après la situation, après des mesures. Tout à fait. Nous en parlerons tout à l'heure. Josué Fortuné Merenou, au lendemain de cette situation, vous êtes porté sur les lieux avec les autorités compétentes. Qu'est-ce que vous avez constaté sur les lieux? Est-ce que les activités touristiques sont au ralenti? Vous avez senti de la stupeur au niveau des riverains, des usagers de ce site touristique? Merci Roch. Déjà, il faut dire que c'est vrai que la situation qu'il y a eu dans le parc a créé une sorte de psychose, ça on ne peut pas le nier. Le personnel du parc, dans une certaine mesure, était un peu atteint parce que c'est quand même un des leurs, on va dire, qui a perdu la vie et c'est quand même leur lieu de travail qui a été attaqué de cette manière-là. Donc forcément, vous comprenez que l'émotion est au rendez-vous et que l'état d'âme n'est plus le même. Dans le même temps, pour ce qui concerne les populations riveraines du parc aussi, oui, un peu de peur, un peu de psychose, surtout qu'il y a eu, on va dire, des esprits malins qui se sont un peu mêlés à la situation, qui ont distillé des informations qui n'étaient pas forcément exactes de personnes armées qui circulaient et tout. Donc, ça a jeté une sorte de psychose au sein de la population. Et déjà, c'était l'un des objectifs de la mission effectuée par les autorités, c'était d'aller apaiser les populations et leur dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure. C'est vrai qu'il y a eu un incident, mais qu'on peut prendre des mesures pour corriger. Donc, que personne ne devrait céder à la panique et à la psychose. Il y a eu également cette séance de travail-là avec les guides, avec l'union des guides de la destination Pendjari pour d'abord leur présenter la compassion des autorités et ensuite les écouter. Parce que c'est d'abord eux les premiers acteurs sur le terrain, c'est eux qui sont au contact des touristes, c'est eux. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, pour l'essentiel de ce que j'ai pu comprendre au cours de cette séance, les guides, c'est vrai, déplorent ce qui s'est passé. Pour eux, ce n'est pas lié forcément à une absence de sécurité dans le parc. C'est un incident plus ou moins isolé, mais qui quand même interpelle et qui demande à ce que la sécurité, aussi bien des touristes, des guides, même des rangers dans le parc et du personnel soit renforcée. Donc, ils ont exposé une batterie de mesures qu'ils soumettent aux autorités, au gouvernement, qui demandent de tenir compte pour que tous ceux qui mettent pied dans le parc dorénavant puissent être davantage protégés. Mais la question essentielle est de savoir, est-ce que cet incident-là affecte la fréquentabilité du parc de la Pendjari? Et est-ce que les touristes, à la suite de cet incident-là, ont déserté quelque peu? C'est vrai que lorsqu'une nouvelle comme celle-là tombe, vous comprenez que tout de suite, on prend cette distance. On prend cette distance. Donc, on ne va pas nier, il y a eu des réservations de visites sur le parc qui ont été quand même annulées, aussi bien par les guides que par des touristes qui ont eu l'information. Parce que lorsque ce genre de situation survient, la moindre des choses à faire, c'est de laisser quand même le temps que les autorités puissent éclaircir la situation, que des enquêtes puissent déterminer qu'est-ce qui s'est passé de manière concrète. Donc, c'est certainement le temps que tout cela se fasse que ces réservations-là ont été annulées. Par contre, dans le parc, la vie n'a pas cessé. C'est ça. Les animaux continuent de circuler. Tout à fait normal. Comme si de rien n'était. Le personnel de African Park Network continuait de travailler normalement. Il y a eu, je crois, dans l'urgence, quelques dispositions qui ont été prises par la direction du parc de la Pendjari. Donc, on ne peut pas dire que la vie dans le parc s'est arrêtée ou qu'elle a pris un coup d'une certaine manière à cause de cet incident-là. Je pense que les choses ont continué plutôt par fonctionner normalement. Les portes du parc, pour ce que je sais, n'ont pas été fermées. On les a gardées grandes ouvertes. Et donc, pour moi,
on peut dire que c'est vrai la vie continue. La vie continue et certainement qu'elle continuera de plus belle au niveau du parc de la Pandjari. Vous savez, le tourisme a été l'un des leviers importants du programme d'action du gouvernement et principalement au niveau du parc de la Pandjari, il y a eu assez d'investissements justement pour drainer assez de touristes. On estime même déjà en moins de 2 ans à 7000 visiteurs. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ce nombre de touristes puisse être davantage accru? Tout à l'heure, je vous ai quand même expliqué qu'avec la situation, c'est vrai que la fréquentation va baisser. Ça, je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est de montrer à la communauté internationale qu'après cette situation, on a pris nos responsabilités. On a essayé de renforcer la sécurité du côté du Burkina Faso, surtout la frontière en voulant entrer au niveau du parc Arli. Parce que là, en fait, c'est la porte d'entrée de ces djihadistes. Ouais. Et là, le gouvernement l'a montré clairement avec cette réunion qu'ils ont menée avec les forces armées béninoises. On a dit que désormais, en plus des rangers qui sont à l'intérieur du parc, on va prendre comme un contingent de forces de sécurité qui vont rester du côté de cette ligne. À des positions stratégiques. Voilà, pour empêcher toute infiltration de ces gens qui nous créent des dommages. Alors, par rapport à la santé du parc, moi je dis, le parc n'a rien. Quand vous voyez un peu ce que les gens là ont fait, les gens de African Park Network, ils ont fait un travail monstre. Moi, j'ai suivi un peu la formation qu'a reçue les Rangers, mais c'est énorme. C'est comme une unité d'élite qu'on met à l'intérieur du parc, c'est pour décourager tout ce qui est braconnage. Vous savez, il y a 5 ans en arrière, ce qu'on voyait au niveau du parc, on parle d'éléphants tués, de braconnage qui n'en finissait pas. Mais depuis qu'ils sont là, je ne dis pas que tout ce qu'ils font est bon, mais depuis qu'ils sont là, on a quand même senti une certaine stabilité dans ce travail. Maintenant, c'est de montrer vraiment à la communauté qu'on a repris conscience, qu'on veut vraiment sécuriser cette réserve et que personne ne va, comme on le pense, s'ils viendraient quand on allait les enlever, et que désormais ils peuvent venir dans ce parc. Ça veut dire que ça va prendre du temps à prendre. Oui. Parce que la communication qui a eu lieu par rapport à la situation, elle est monstre. Tout à fait. Quelque part, elle a déteint sur l'image de ce parc. Et justement, pour restaurer l'image du parc de la Pandjari, est-ce qu'à l'intérieur, il ne faut pas prendre des dispositions? Les Béninois qui ont souvent l'habitude d'aller investir de grosses fortunes pour aller visiter les musées en Europe, en Israël, en Palestine, est-ce qu'ils ne peuvent pas investir justement ces fortunes dans la visite des sites touristiques de leur propre pays? Non, déjà, il faut dire que... Déjà pour montrer qu'il n'y a pas péril à la demeure et que le parc est toujours fréquentable. Non, je pense que le parc est toujours fréquentable et il le sera pendant longtemps, plaise au ciel. Il y a un élément important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a beaucoup qui parlent du parc en fait sans savoir de quoi ils parlent. Quand vous avez suivi un peu les commentaires aussi bien à l'interne qu'à l'international, vous constatez que des gens parlent de la Pandjari, mais ils ne savent pas de quoi il est question parce qu'ils n'y ont pas mis pied. Justement. Moi, je suis allé un certain nombre de fois. J'ai eu la chance, comme William qui a été 7 fois, vous êtes allé 3 fois. J'ai eu la chance de suivre une bonne partie de la formation de la 2e promotion des Rangers. Et comme il le dit, c'est une unité d'élite. Ouais. C'est des gens qui sont d'abord au plan moral suffisamment dopés parce que si vous n'êtes pas dopé au plan moral, vous ne pouvez pas marcher toute une journée dans la brousse à sécuriser le parc. Et aujourd'hui, il ne faut pas lésiner pour le dire, c'est 0 braconnage dans le parc de la Pandjari aujourd'hui. Ouais. Ça au moins, c'est un natif sur lequel il faut communiquer pour que les gens sachent. Il y a quelques années en arrière, c'était la catastrophe. Au point où les animaux étaient devenus, les quelques animaux qui restaient étaient devenus tellement violents à la vue humaine, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Moi j'ai pris des images d'éléphants à peine 3 mètres. Dis donc. J'ai photographié la dernière fois quand on y était, l'hippopotame peut-être à moins de 10 mètres. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine symbiose qui commence par s'installer entre la vie humaine et la vie animale dans ce parc-là. Donc les gens parlent de la Pandjari sans savoir de quoi il est question. Lorsque vous prenez les Rangers, par exemple, voilà une unité d'élite qui est déployée, qui ceinture quasiment tout le parc et qui sécurise le parc 24 heures sur 24. Et ce n'est pas que des éléments sont déployés, se baladent ou peut-être vont s'asseoir à l'ombre d'un arbre et attendre. Je vais vous donner un exemple très simple. Ouais. Selon ce que les techniciens en charge de la sécurité du parc expliquent, lorsque je prends un élément Rangers IS qui est déployé aujourd'hui, vendredi matin, à 9h dans le parc, de 9h à 10h, il sait qu'il a une certaine distance qu'il doit parcourir. La distance qu'il parcourt est suivie
depuis un écran, pas au niveau de la base de l'APN, toute sa traçabilité est suivie parce qu'il y a un suivi GPS. Donc, de 9h peut-être à 11h, il sait je dois quitter un point A pour un point B. C'est quand il sera au niveau du point B à 11h qu'il recevra la consigne pour savoir que de ce point B là, je me déploie vers un point C ou vers un point Y. Donc, ça veut dire que l'élément qui part le matin, pour 2 heures de temps, il sait à quel niveau il doit ceinturer. Mais après, il ne sait pas. Il attend de recevoir des instructions de la base avant d'y aller. Ça veut dire que lui-même, il est suivi. Lui-même, il est suivi. Et les gars vous donnent la traçabilité de tout ce qui se passe d'une heure donnée à une autre heure sûre. Et tout est fiché aussi bien sur des écrans que sur des tableaux d'écran. Donc, je pense que les gens parlent comme si, bon, il y a quelques individus qui sont déployés dans le parc, peut-être qu'ils sont armés pour la sécurité, mais il y a un travail monstrueux. Et je pense que c'est peut-être là l'un des défauts. De communication. Il y a un défaut, je pense, de communication par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait au niveau de ce parc-là. Je pense qu'il faut davantage communiquer, même lorsqu'on prend l'incident qui est arrivé, lorsqu'on est allé sur le terrain, pour les explications qu'on a suivies, c'est vrai que le corps du regretté Fiak Bédi a été retrouvé à une distance à un niveau donné dans le parc. C'est vrai que ce n'est pas du tout loin de la frontière avec le Burkina, ce n'est même pas loin de la rivière Pandjari qui sépare le Burkina du parc de la Pandjari. Voilà, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra corriger à l'avenir. Voilà une rivière qui fait quasiment frontière avec le parc. C'est-à-dire que vous êtes dans le parc de la Pandjari, vous circulez, vous voyez déjà le cours d'eau. Les Burkinabés ont la possibilité d'accéder au cours d'eau, viennent pêcher. Par contre, les Béninois n'y ont pas accès, par exemple. Parce que c'est sur le territoire burkinabé. Parce que c'est sur le territoire burkinabé. Et c'est ça qui fait la frontière entre les deux pays à un niveau donné. Donc, je pense qu'il y a peut-être ce genre de choses-là. Et les techniciens nous ont dit sur le terrain qu'il y a même des villages burkinabés qui étaient installés sur le parc. Et c'est grâce à l'action des gars de l'APN, par exemple, que tout ce beau monde-là peut être délogé. Pour revenir à la question que vous aviez posée, cela rejoint ce que nous disons. Je crois que les Béninois, il faut qu'on fasse un travail sur le mental des Béninois pour qu'ils sachent que ce qu'ils vont chercher ailleurs existe également chez eux. Je ne vous dis pas le plaisir immense que ça vous fait lorsque vous circulez dans ce parc-là, par exemple, de suivre peut-être pendant 1 ou 2 minutes un lion en train de se déplacer dans la brousse. C'est justement ce que les autres ne voient pas chez eux, qu'ils viennent voir ici. Alors pourquoi nous, vous l'avez ici, pourquoi nous l'avons et nous ne faisons aucun effort pour aller le voir. Et là également, je ne suis pas là pour faire la pub à l'APN, mais il y a des éléments essentiels sur lesquels il n'est pas de mettre le doigt. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les écoliers et les élèves qui sont du voisinage du parc ont la possibilité, je crois que c'est une fois par mois, d'aller dans le parc, d'aller visiter les animaux. Donc, on a peut-être perdu une certaine génération de visiteurs de ce parc-là, mais on est dans le même temps en train de préparer une autre génération pour ça. Justement, aujourd'hui, pour vraiment assurer la sécurité, c'est vrai que les autorités ont mis en place certaines mesures, mais au niveau justement des guides de tourisme, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les doter aujourd'hui de GPS afin qu'ils puissent être suivis un peu comme les rangers, tel que Josué Fortuné l'a expliqué tout à l'heure? Je crois que c'est quand même une bonne proposition que vous faites là, parce que quand on essaie de suivre les rangers, on voit un peu là où ils vont. Si on peut aussi aider aussi ces guides touristiques à l'intérieur du parc, ça ne ferait qu'augmenter les moyens pris, j'allais dire, pour sécuriser davantage la vie et des rangers, mais aussi de ces guides. L'autre chose que je voulais expliquer, tout à l'heure, il a dit, vous savez, par le passé, on parle de distance de fuite. Quand vous rentrez dans des réserves de faune, d'habitude, les animaux sont très loin de vous. Quand ils vous voient déjà, les animaux, ils fuient. Mais quand vous allez dans le parc Pandjari, parfois même vous êtes là dans votre chambre d'hôtel à l'intérieur du parc et le lion vient passer. Tout à fait. Parce qu'ils savent désormais qu'eux aussi ils sont en sécurité. En sécurité. Vous ne constituez plus voilà des choses qu'on ne voit pas ailleurs, mais chez nous au Bénin, on peut le voir. Donc voilà des choses qu'on doit faire communiquer. Mais aussi insister par rapport à nos autorités. Vous savez, chaque fois les gens quand ils prennent leurs vacances, c'est d'aller en Europe. Mais pourquoi ne pas aller passer une semaine dans la Takora et faire un tour dans le parc Pandjari avec les petites familles? Parce qu'il y a des enfants qui ne voient que les animaux dans les livres. Ils l'ont jamais vu. Alors ils ont la chance de le voir directement comme ça. Très bien. Voilà. Ce sont des
initiatives qu'il faut encourager. Merci à vous, William Apollinaire Tchouki, d'être passé dans cette émission. Rassurer tous les touristes qu'ils peuvent continuer à aller visiter les animaux au niveau du parc de la Pandjari. Merci également à vous, Josué Fortuné-Merceno. Vous avez été même un témoin vivant de ce qui s'est passé et vous nous avez rapporté les constats que vous avez eu à faire sur les lieux. Mesdames et messieurs, chers touristes, il n'y a pas péril en la demeure. Le parc de la Pandjari demeure un parc fréquentable. Allez-y seulement, toutes les mesures sécuritaires sont prises pour que vous y alliez et que vous retourniez sains et saufs. Mesdames et messieurs, merci. Donc nous allons enchaîner tout de suite avec le dossier de la semaine pour parler du plan d'aménagement et de gestion agricole. Le succès dans l'entrepreneuriat agricole est souvent le résultat du respect de certaines normes élémentaires auxquelles la plupart des jeunes entrepreneurs ne taillent pas souvent en importance. Il s'agit du plan d'aménagement et de gestion agricole. Pourquoi et comment l'élaborer? Nous en parlons après ce reportage. Le monde agricole de nos jours présente assez d'opportunités d'affaires tant sur le plan productif que sur le plan commercial. L'arrivée des nouvelles technologies a permis d'offrir aux producteurs un plateau technique adéquat dans la chaîne de production. Dans un contexte pareil, l'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle à adopter. Le chômage galope et c'est avec un cœur très dur que nous voyons nos jeunes qui finissent et qui veulent attendre d'avoir un contrat ou bien un travail pour être salarié. Alors que l'entrepreneuriat est là, surtout dans les filières agronomiques et dans les filières connexes. Sur le plan professionnel, nous espérons que, au fur et à mesure que les salons vont se répéter, que un plus grand nombre de jeunes femmes sorties de l'université ou bien de jeunes hommes sortis de l'université vont s'installer et également cela leur permet de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir devenir des entrepreneurs à vrai titre. Assurer aux producteurs une disponibilité de la matière première et un marché d'écoulement des produits agroalimentaires reste un grand défi à relever. Par exemple, la graine de l'huile rouge ou l'arachide. Il y a des moments où c'est un peu cher, il y a des moments où il y en a assez. Donc on essaie d'acheter au moment où il y en a plus les produits. Là, on achète et on fait un stock. Ce qui fait que le contenu, le contenant est un peu cher. C'est le contenu de l'emballage aussi. C'est ça qui fait que c'est un peu cher. Par exemple, au moment, on n'a pas encore une structure qui produit ces genres d'emballage au Bénin. Donc on est obligé d'importer les produits soit au Ghana, soit au Nigeria. Les inconvénients, c'est au niveau de l'emballage. On n'arrive pas à trouver de bons emballages pour pouvoir vendre les produits. Et ça pèse vraiment sur nous. Toutefois, des sensibilisations doivent encore aller à l'endroit de certains jeunes qui peinent à percer le monde de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Au niveau du public, le ministère de l'Agriculture et tous les autres ministères liés font déjà beaucoup. Mais ça ne prend pas encore parce qu'il y a la mentalité qui ne suit pas. L'avenir du Bénin, de la jeunesse aujourd'hui et du monde, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur conseille vivement d'y penser, de demander une inspiration divine pour pouvoir commencer par aller dans ce sens. Aujourd'hui, avec l'agroalimentaire, j'arrive à m'en sortir. L'entrepreneuriat agricole est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent. Créer davantage de plateformes de formation en entrepreneuriat agricole au sein des producteurs et veiller à une bonne structuration du secteur serait un atout favorable pour le développement du secteur agricole au Bénin. Merci à Marcel Gbetoro pour ce reportage. Notre invité, il est déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous le présenter. Il répond au nom de Eden Dossou. Oui. Il est ingénieur agronome. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'accepter notre invitation. Patrick Adjagbodjou, bonjour. Bonjour, Roch Akwenu, chers téléspectateurs de BB24. Bonjour également à vous. Votre rubrique Dossier de la semaine s'intéresse à l'agriculture et l'importance d'un plan d'aménagement agricole
pour paysans et entrepreneurs agricoles. Monsieur Uden Dosso, vous avez suivi, comme les téléspectateurs, l'élément témoin qui vient de planter le décor de notre rubrique. Et dans cet élément, on parle d'entrepreneuriat agricole. À cet effet, je voudrais vous demander, peut-on aller à l'entrepreneuriat agricole sans un plan d'aménagement? Je voudrais d'abord vous remercier. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et d'abord, l'entrepreneuriat, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir s'autonomiser. Nous l'avons entendu dans le reportage, hein, voilà, oui. L'avenir de la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat agricole. Voilà. Elles l'ont clairement dit. Voilà, donc lorsqu'on parle maintenant de l'entrepreneuriat agricole, et cela devient plus nécessaire, parce que, vous savez, l'agriculture, comme on le dit, c'est la source même des emplois. Oui. Et nous avons l'habitude généralement de voir l'entrepreneuriat agricole sur un seul volet, c'est-à-dire au niveau de la production uniquement. Oui. Mais au-delà de la production dans les autres chaînes, c'est-à-dire au niveau du secteur secondaire, par exemple, qui est la transformation, on peut également créer des emplois. Au niveau du secteur tertiaire, où c'est des services, des prestations de services que l'on donne, on peut également créer de l'emploi. Donc, en réalité, ça se retrouve sur les trois secteurs qu'on nous a appris quand on était au primaire. Le secteur primaire, qui est la production, le secteur secondaire, qui est la transformation, et le secteur tertiaire, qui sont les services. Tout à fait. Voilà, donc voilà, l'entrepreneuriat est au fait nécessaire et nous devons prendre ça à main. Vous venez de définir ce que c'est que l'entrepreneuriat agricole, mais je dis, quand on est un paysan, quand on est entrepreneur agricole, quand on est étudiant en fin de formation d'ingénieur agricole comme vous, est-ce qu'on peut s'investir dans le secteur agricole sans un plan d'aménagement agricole, si on peut se répéter? Oui, là, je vais essayer d'expliquer ce qu'on n'entend pas. Aménagement, c'est-à-dire plan d'aménagement agricole. Voilà. Donc, quand on parle d'un plan d'aménagement, c'est un document qui décrit en réalité la structuration spatiale du domaine en fonction des objectifs de production sur une période donnée. En termes plus clairs, ça veut dire? En termes plus clairs, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez votre domaine et que vous voulez mettre en valeur votre domaine, il faut un plan d'aménagement. Et dès lors, vous avez déjà un projet par rapport à ça. Le projet, c'est quoi? C'est l'objectif de production. Je suppose que vous voulez faire de la pisciculture ou bien vous voulez faire, par exemple, du maraîchage sur votre domaine. Oui. Donc, ça, c'est l'idée de projet qui vous est venue en tête. Donc, lorsque vous avez ça et que l'espace est là, déjà que l'espace va au-delà de 7 hectares, il faut un plan d'aménagement. Et le plan d'aménagement vous permet en réalité d'avoir la carte de morcellement, pas morcellement, le découpage de votre domaine. Et déjà, à partir de ça, à partir de ce document-là, nous pouvons déjà élaborer le plan de gestion, qui est un document qui montre en réalité la méthodologie, les ressources financières qu'il faut allouer pour pouvoir exécuter les activités prévues au niveau du plan d'aménagement. Également l'organisation au niveau de l'exploitation, c'est très important. Ce que les gens au niveau de l'organisation de l'exploitation, vous savez, les paysans et les entrepreneurs agricoles ont leur manière de procéder. Ils savent très bien que sur cette superficie, ils cultivent le maïs, sur l'autre superficie, ils cultivent peut-être du manioc, etc. Est-ce qu'ils ont forcément besoin d'un plan pour savoir comment répartir leur superficie? Bien sûr qu'ils ont besoin d'un plan d'aménagement pour repartir. Et comme je l'avais expliqué... Et là, vous avez dit qu'il faut avoir au moins 7 hectares. Et ceux qui sont en dessous de 7 hectares, ils font comment? C'est-à-dire, en dessous de 7 hectares, l'espace peut être géré sans avoir un plan d'aménagement. Okay. Donc, au-delà de 7 hectares, ça devient nécessaire parce que quoi? Déjà, il faut mettre en place des pistes. Ce qu'on appelle par exemple des pistes de décette, qui sont des pistes principales au niveau de l'exploitation. Et c'est l'aménagiste, l'agronome aménagiste, qui met les principes en place pour faire le découpage du domaine. Donc, en dehors de ces pistes, nous avons d'autres pistes qu'on appelle par exemple des pistes de contrôle et qui permettent de faire la vidange des produits agricoles au sein de l'exploitation. Et donc, l'emprise de la voie est connue donc, en termes de voirie, c'est-à-dire l'emprise de la voie, la longueur de l'emprise et la longueur de la piste, et tout ça, c'est connu. Donc, une fois que vous avez ça et que
vous connaissez les différentes parcelles, ça veut dire que vous connaissez la superficie des parcelles. Et j'ai dit que la carte est une pièce maîtresse dans l'élaboration des plans d'aménagement. Donc, si vous connaissez ça, et que vous décidez, par exemple, de cultiver une spéculation donnée, une culture donnée, ça veut dire que vous pouvez déjà partir de la superficie, du fait que c'est connu de façon réelle, une valeur réelle, donc vous pouvez déjà connaître la densité donc de cette culture-là. Et même évaluer la production. Donc c'est là que j'en viens en réalité. Donc si vous connaissez ça et que vous connaissez le nombre de produits et que vous savez déjà de façon minimale, et c'est-à-dire la quantité de produits en termes de récolte qu'on peut avoir sur pied lorsque nous sommes à la phase de récolte, vous pouvez déjà quantifier, donc déjà établir un compte d'exploitation. Avoir d'abord le coût de production, quelles sont les activités préparatoires avant le semis, si c'est un semis direct. Donc, je donne des exemples, par exemple, les activités préparatoires, le défrichage, le dessouchage, et tout ça, c'est des activités préparatoires avant la mise en place, par exemple, d'une culture. C'est ça. Donc, tout ça est dit dans le plan d'aménagement. Ça, c'est au niveau de la production agricole. Oui. Maintenant, quand il s'agit par exemple des autres éléments qui font partie aussi de l'agronomie, qui sont par exemple la zootechnie, la production animale, donc la taille par exemple, je suppose que vous voulez faire l'élevage, vous voulez faire de la volaille, et c'est les poules pondeuses. Voilà, comment vont être disposés par exemple les bâtiments sur le domaine. Okay. Et la cohabitation, par exemple, des bâtiments, quand vous souhaitez, par exemple, faire de la production porcine. Tout à fait. Vous voyez, ça, par exemple, c'est l'avantage dans le aussi, plan d'aménagement que vous mettez tous ces éléments-là. Tout à fait. Et là, vous donnez des conseils également par rapport à quoi installer sur telle ou telle parcelle. Bien sûr, dès le départ, c'est pour ça que le travail, c'est le travail des experts agronomes. C'est le travail des experts agronomes. Et quand on parle d'experts agronomes, en réalité, ce n'est pas parce que vous êtes détenteur d'un diplôme en agronomie que vous êtes expert. C'est des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Et parce qu'ils ont des expériences, des acquis, et c'est ces experts-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà cité plusieurs éléments. Bien sûr. Généralement, les gens prennent les agronomes comme, c'est-à-dire quand on dit que vous êtes agronome, c'est de la production végétale simplement. C'est faux. C'est comme le secteur, vous me permettez pour que je puisse éclairer cette partie-là. C'est comme la médecine où les gens se spécialisent dans des domaines donnés. C'est comme ça l'agronomie. Vous avez une base agronomique, tout le monde a une base agronomique, mais il y a des spécialisations qui se donnent en agronomie. Les zootechniciens, les aménagistes, etc. Donc c'est tout cela qui doit venir pour intervenir. On comprend aisément que le plan d'aménagement agricole est un outil indispensable pour mieux s'investir dans le secteur agricole. Bien sûr. Et à cet effet, en quoi ce plan est tellement important pour un pays comme le Bénin où on sait que l'agriculture est une source de richesse? Voilà. Je vais vous signaler quelque chose que, au fait, nous sommes dans une dynamique de développement et les tendances ont commencé par changer dans le domaine de l'agriculture. Entre-temps, nous étions dans une agriculture de subsistance où les agriculteurs faisaient de l'agriculture pour nourrir leur famille. Oui. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, ça a changé parce que c'était l'agriculture familiale et tout ça. Les enfants accompagnent les parents. Ces enfants, aujourd'hui, sont dans les universités, sont allés à l'école. Donc, il n'y a plus la main-d'œuvre familiale qui accompagne. Il faut promouvoir l'agriculture extensive. En fait, les choses ont changé d'elles-mêmes. C'est ça, au fait, là, et ce que nous voyons. Et l'acquisition des terres ont changé aussi de formule. Vous allez voir par exemple des particuliers, même si on ne veut pas, c'est ça la réalité, qui détiennent par exemple des centaines d'hectares, des particuliers qui détiennent des centaines d'hectares. Qui malheureusement ne sont pas mis en valeur. Qui ne sont pas mis en valeur, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de le mettre en valeur, parce qu'ils n'ont pas trouvé des personnes sûres pour les aider à mettre ça en valeur. Et vous parlez de personnes pour les aider. Pour les aider, et c'est pour ça que je vous dis que le plan d'aménagement est très important. Une personne par exemple qui détient 20 hectares et qui veut par exemple faire de palmier à huile ou bien veut faire de l'anacade ou bien veut faire d'autres cultures parce qu'il a trouvé un marché quelque part, il faut forcément qu'il ait un plan d'aménagement. Et dans le plan d'aménagement, déjà, il vient dire son intention
et aux experts et ils réfléchissent avec lui. Si l'objectif de production ne coïncide pas en tenant compte des facteurs climatiques et géographiques de son environnement, on lui dira, on lui fera au fait des propositions. Nous, par exemple, nous avions travaillé pour plusieurs sociétés et pour plusieurs particuliers sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure d'experts, vous parliez de propositions. Qui peut élaborer ce plan d'aménagement? Est-ce que c'est le paysan, ou bien c'est l'ingénieur agricole, ou bien des experts? Qui appelle-t-on expert? C'est ça, je dis, au fait, c'est des ingénieurs agronomes, c'est des agronomes qui ont des expériences et qui ont déjà travaillé dans le secteur. Vous voyez, quand vous apprenez... Parfois, le paysan aussi est expert dans son domaine. Il sait très bien ce qu'il cultive sur tel espace et qui donne un bon rendement. Donc, il peut également vous mettre sur la piste si vous voulez vraiment moderniser ce qu'il a l'habitude de faire de façon archaïque. Il est même dit, pour ceux qui sont des aménagistes, il est dit que dès que vous voulez même élaborer un plan d'aménagement, il faut faire intervenir, par exemple, les populations riveraines dans l'élaboration. Je vous donne un cas. Nous, on était par exemple à Alada pour l'élaboration d'un plan d'aménagement qui s'étend sur 245 hectares. Donc, il avait un étang qui était là. Et donc, nous voulons savoir comment évolue au fait l'eau pendant la période de crue et la période de décrue. Nous n'étions pas là dans le passé pour voir le mouvement de l'eau. Donc, on a fait intervenir par exemple la population riveraine, c'est-à-dire des personnes qui vivent, qui sont des mitoyens au monsieur, pour dire en réalité, pendant la période de crue, quel est le niveau de l'eau. Pour voir par exemple, parce que le monsieur décidait au fait de valoriser ça en faisant par exemple de la pisciculture. Dès le départ, il voulait faire du riz. Quand nous avions vu l'expert qui était en riziculture et l'expert qui était en pisciculture, quand on était là, on a vu le niveau de l'eau pendant la période de crue, était vraiment, ça surmontait l'homme. Donc, on ne pouvait pas faire. Donc, c'est comme ça qu'on décide. Donc, c'est pour vous dire en réalité, impossible de faire, par exemple, la riziculture et qu'il faut faire, par exemple, de la pisciculture avec des cages flottantes. Oui, c'est ça, au fait. Donc, en quoi un plan d'aménagement agricole peut être une opportunité pour le paysan ou l'entrepreneur agricole quand on sait que ce même plan ne favorise pas l'atténuation des pressions sur l'urbanisation des terres agricoles? C'est-à-dire, si ce plan ne favorise pas, ne permet pas d'atténuer les pressions que nous, les hommes, nous faisons sur les terres agricoles. Je pense que c'est même la solution. En fait, c'est la solution quand vous avez un plan d'aménagement. Vous voyez, le plan d'aménagement, en réalité, les découpages que vous faites dans le plan d'aménagement ne se reposent pas essentiellement sur les cultures. Par exemple, les dortoirs, pour recevoir les dortoirs au niveau de l'exploitation. Vous savez qu'on peut avoir des dortoirs parce que il y a des usagers qui passent au niveau de l'exploitation. Il faut prévoir des dortoirs. Si par exemple, il y a une unité de transformation agroalimentaire qui est là, on va apporter les industries. Est-ce qu'il faut mettre un bâtiment pour accueillir par exemple les équipements agroalimentaires? Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de formules agronomiques qui est quand même mise en jeu. Et l'expertise, par exemple, permet de contrôler l'espace et de gérer l'espace pendant une période donnée. Comme je l'ai dit tantôt, on a dit le plan d'aménagement prend en compte une période donnée, jusqu'à 10 ans par exemple. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les activités que vous faites pendant la première année ne vont pas être forcément répétées au niveau de la deuxième année. Et à quel moment il faut le faire? Donc, il a une activité, un calendrier d'exécution des activités qui sont aussi définis dans le document qui est le plan d'aménagement. Et vous savez que nous sommes dans une agriculture pluviale. Et donc, que vous quittez le sud pour le nord, il y a déjà un changement en termes de climat. Donc, et on vous conseille et tout ça, et en fonction des activités, tous ces éléments sont mentionnés. Donc, le paysan qui a connaissance d'un plan d'aménagement agricole et qui sait que c'est important pour lui, s'il n'a pas accès à la terre et que l'État ne lui donne pas la possibilité d'avoir accès à la terre, comment il peut mettre en valeur ce plan d'aménagement? Nous conseillons en réalité les gens qui détiennent des terres, qui sont propriétaires des terres et qui ont l'envie de mettre en valeur leurs terres, de procéder à l'élaboration du plan d'aménagement
de leur domaine. Mais pour des personnes qui n'ont pas, c'est comme si vous n'avez pas une voiture et vous décidez d'enjoliver les roues de votre voiture, je pense que c'est difficile. Il faut parler de ceux qui en ont, c'est-à-dire ceux qui détiennent donc des terres. Nous parlons de ceux-là, nous parlons à ceux-là. Donc pour moi, en réalité, nous invitons tous ceux qui détiennent des terres, des domaines, de mettre en valeur leur domaine, qu'il a des expertises qui sont disponibles. Je voulais même parler de lotissement. Est-ce que ce plan lotissement, recasement, on sait que dans plusieurs localités du Bénin, les paysans n'ont pas droit sur la terre parce que l'État n'a pas encore morcelé, n'ont pas encore... Tout ça là, comment c'est possible? Oui, moi je ne peux que pas... Est-ce qu'on doit faire le plan et après l'État vient pour dire que cette terre ne t'appartient pas? Est-ce que c'est pas... Moi je parle en termes d'expertise agronomique. Très bien. Ouais, je parle en termes d'expertise agronomique. Moi je ne peux pas dire quand est-ce que... Parce que l'État peut prendre des décrets et changer des formules dans le foncier. Bah, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment valoriser l'espace. Comment valoriser l'espace? Comment la personne peut avoir un plan d'aménagement et comment ce plan-là peut lui profiter. C'est ça l'intérêt. Donc, si vous détenez une terre et que vous avez des domaines, maintenant vous pouvez les valoriser. Il a des cultures pérennes. Vous n'avez pas besoin forcément de rester, c'est-à-dire en permanence dans votre exploitation avant d'avoir une exploitation. Si vous mettez par exemple des palmiers à huile ou vous mettez d'autres cultures qui sont des cultures pérennes, mais vous allez profiter. Et déjà, le plan d'aménagement et le plan de gestion vous permettent en réalité de savoir la rentabilité de votre exploitation sur plusieurs années. Alors, le plan d'aménagement et de gestion, c'est deux documents différents ou bien c'est le même document? Deux documents différents, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire on ne peut pas élaborer le plan de gestion sans le plan d'aménagement. Parce que le plan d'aménagement, en réalité, j'ai dit que ça permet une répartition spatiale. Oui. C'est la structuration de le plan de gestion. Le plan de gestion vient maintenant pour dire, par exemple, dans telle parcelle que vous voulez faire, par exemple, du riz, voilà le coût de production, voilà comment va être organisée, par exemple, l'exploitation. Et il faut tel nombre d'ouvriers, il faut tel nombre de ceci et tout ça. Là. Et quel est votre invite à tous les paysans et entrepreneurs agricoles? Très rapidement. Ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est j'invite tous ceux qui détiennent les terres que vraiment il est temps. Parce que le truc va au-delà même de ce que nous voyons. Il faut une révolution dans le secteur de l'agriculture. Et moi, en réalité, à travers tout ce que la politique agricole donne, je les salue au passage, mais il y a à faire. Je pense qu'on doit inciter, amener les gens qui détiennent les terres à valoriser les terres. Et nous, ici, on leur dit que l'expertise est disponible et que les gens ont l'expertise pour les amener à aménager leur domaine, leurs espaces. Et voilà, nous sommes assez éclairés par rapport à vos explications sur le plan d'aménagement agricole et de gestion dont vous parliez tout à l'heure. C'est un outil qui vise à mettre en valeur l'agriculture et à favoriser le développement du potentiel du territoire agricole. C'est ça exactement. Bien sûr. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. Merci à vous, Roch Akouilou. Oui, merci à vous aussi, Patrick Kadiagbodjou. Merci à vous, Eden Dossou, ingénieur agronome. Et mesdames et messieurs, cette émission Wikeko est pratiquement terminée. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h pour un autre numéro de cette émission hebdomadaire de l'actualité économique de la semaine. Au revoir.